Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, vous êtes bien en Top sur Top, votre émission de débat sur l'actu ping professionnel. Et moi je suis accompagné, comme de coutume, de Damien Laterne et Foucault Simonin. Salut les gars, comment ça va? Écoute, salut Noah, j'espère que tu vas bien, et j'espère que Foucault va bien aussi. Salut tous, ouais ça va bien, comme d'hab. Bon, début des championnats du monde, la compétition la plus prestigieuse de l'année, dans 6 jours jusqu'au 10 mai. Forcément, les plus grands joueurs de la planète s'affronteront donc pendant ces 13 jours. Et nous, on va commencer à se projeter sur cette compétition. La compétition, comme je l'ai dit, la plus prestigieuse, le plus grand rendez-vous de l'année. Tous les joueurs vont se battre pour décrocher les 2 coupes qui ont été remportées forcément lors de la dernière audition par les 2 équipes chinoises. Et on pourra aussi se demander, est-ce que nos équipes françaises vont réitérer leur exploit de 2024, remporter 2 médailles en argent pour les hommes et en bronze pour les femmes? Damien, Foucault, ils vont réaliser l'exploit encore une fois ou pas? Ou ils vont faire encore mieux? On espère toujours mieux. Après, j'ai plus de confiance pour l'équipe masculine que pour l'équipe féminine au vu des dynamiques du moment. Même si, attention, il y a un gros vivier aussi chez les hommes, il faudra exclure aucune des très grosses équipes. Mais franchement, chez les hommes, on sait qu'en plus, on a une équipe qui aime bien ces formats-là. On a toujours été assez compétitif ces dernières années avec Félix, Alexis Lebrun et Simon Gauzy, et maintenant Thibaut et Flavien. On sait que c'est des joueurs qui aiment ces moments-là. Donc sur l'équipe masculine, j'y crois. Alors après, l'or ou pas, je sais pas, mais j'y crois pour la médaille, largement. Par contre, rééditer l'exploit de 2024 pour l'équipe féminine, il y a un monde où c'est possible. Comme en 2024, des surperfs, pas tomber sur le Japon ou la Chine en quart. Entre guillemets, il peut y avoir des exploits. Maintenant, la dynamique de certaines joueuses par rapport à 2024 est quand même pas la même. Et il faut jamais exclure quand même une dynamique d'une saison, même dans une compétition où ça se joue des fois sur un match, parce que quand même c'est ce qui forge un peu la confiance, et la confiance dans l'équipe féminine, surtout au vu du dernier championnat d'Europe par équipe, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Ouais. Moi je suis globalement d'accord avec Damien, hein. Moi j'y crois moyen pour les féminines, parce que à l'époque on a une Diane qui est toujours en forme, elle est toujours en forme actuellement quand même. Pour moi la dynamique de Diane n'a pas trop changé, mais par exemple l'exemple type, c'est la dynamique de Pritika Pavad quand même, qui est quand même beaucoup moins en forme qu'elle ne l'était en 2024, où elle était même en pleine forme à ce point-là. Je pense que pour l'instant, c'est là où on a vu son meilleur niveau, c'est avant les JO, et sachant que les championnats du monde par équipe 2024 se situaient avant les JO, pour moi, c'était là où elle était quand même en grande forme, et on avait une Charlotte qui avait fait une excellente performance à l'époque. Alors, elle, pour le coup, est en forme aussi, donc à voir. Mais on a une équipe d'Allemagne qui va être encore plus solide qu'à l'époque, avec notamment Sabine Winter. Les Japon, Chine, Corée du Sud, c'est aussi très 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 solide. Donc pour se hisser en demi-finale, faut battre une de ces 4 équipes a priori. Je vois la France en battre aucune, j'avoue. Du côté masculin, par contre, moi, ouais, j'y crois. Euh, Ça va aussi dépendre du tirage, mais si en tout cas on essaye de se placer, donc on va dire dans dans ces 2 premières places pour éviter d'avoir la Chine et le Japon en quart, et donc de les avoir max en demi, ça nous permettra de, de pouvoir viser une médaille, je pense, parce qu'aujourd'hui on a une meilleure équipe que l'Allemagne, je pense, même si ça va être serré. Et je Et après, là où ça peut être un plus serré, c'est contre la Corée du Sud. Mais en tout cas, je pense que c'est possible. Pour la médaille d'or, ça va être compliqué parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a le Japon aussi, où ça va être très dur. Donc, ouais, moi, j'y crois pour une médaille. Mais si je devrais faire mes pronostics, je dirais médaille d'argent chez les hommes et et pas de médaille chez les féminines, même si j'avais dit au début d'année que la France gagnerait ses championnats du monde. Voilà Foucault, tu rappelles nos prédictions. Donc
Avant de revenir plus en détail sur ce qu'on va penser sur notre projection justement, sur les championnats du monde, je rappelle vos prédictions. Pour Damien, c'était le Japon remportera les championnats du monde par équipe, chez les hommes. Pour Foucault, l'équipe de France masculine remportera les mondiaux par équipe et pour moi, c'était que la Chine ne remportera pas les 2 mondiaux par équipe, donc au moins une défaite. Sous-entendu, les hommes ne vont pas gagner parce que on est tous d'accord, même si on va forcément, en parler un peu, mais on est tous d'accord qu'il y a de très grandes chances pour que l'équipe de Chine féminine remporte les championnats du monde. Donc pour détailler les groupes, au moins ceux de la France. Chez les hommes, la France sera dans le groupe du Japon, de l'Allemagne et de Taïwan. Pas d'inquiétude si vous n'avez pas écouté notre premier épisode ou que vous n'êtes pas au fait des formats. C'est seulement un groupe, je ne sais pas comment on pourrait vraiment appeler ça, mais un avant-groupe, ce sera un avant-goût. Ce sera un avant-goût de la vraie compétition finalement, parce que les 8 équipes présentes dans ces 2 groupes de 4, présélectives en quelque sorte, seront directement qualifiées pour le tableau principal. Donc qu'on perde nos 3 matchs ou qu'on gagne nos 3 matchs face à ces mastodontes du ping mondial, on sera quand même qualifié. Si on est qualifié dans les 2 premiers du groupe, on affrontera des barragistes des 14 autres groupes, annexes ou secondaires. Et sinon, on affrontera des deuxièmes de ces groupes-là, mais qui ne seront pas passés par les barrages. Donc, chez les femmes, par contre, on sera dans le même groupe que le Japon, l'Allemagne et l'Angleterre. L'Angleterre n'est pas dans les 7 meilleures équipes mondiales au classement ITTF, mais est dans les 8 têtes de série de par son statut d'hôte. Je vais vous détailler aussi donc les sélections de nos équipes françaises. Chez les hommes, évidemment, c'est du classique, d'ailleurs comme chez les femmes, Félix Alexis Lebrun, Simon Gauzy, Flavien Coton, Thibaut Porret. Et pour les femmes, l'équipe sera composée de Jianan, Pritika Pavad, Charlotte Lutz et sa sœur Camille Lutz, ainsi que Léana Auchard. Et donc, comme je vous l'ai dit, chez les hommes, on sera dans le groupe du Japon, équipe composée d'Arimoto, Sora Matsushima, Shunsuke Togami, Yuki Yabuda et Hiroto Shinozuka. De l'Allemagne, avec pour l'Allemagne Donkyo, Benedikt Duda, Franziska Ovtcharov et le plus jeune joueur de l'équipe, Bertex Meyer. Et pour finir, on est dans le groupe, comme je l'ai dit, de Taïwan, avec Shin Yunyu, Feng Yixin, Ko Guan Hong et 2 joueurs qu'on connaît sûrement moins, Hong et Su. J'espère que je prononce bien. Pour les femmes, donc, comme je l'ai dit, on est avec le Japon, l'Allemagne et l'Angleterre. Le Japon sera composé de Miwa Harimoto, Ina Hayata, Onoka Hashimoto, Nagasaki et Rin Mende. Pour l'Allemagne, pardon. Excusez-moi. Sera composé de Sabine Winter, Ying Han, Annette Kaufmann, Nina Mittelam et Yuan Wan. Et pour finir, l'Angleterre avec Tintin Ho, Yu, Pechley, Wong et Nguyen, dont on aura sûrement beaucoup moins à se méfier. Donc les gars, vous pensez qu'on va finir à quelle place de ce groupe présélectif, très grand tableau, forcément qualificatif? C'est bien. Ouais, pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Pour moi, chez les hommes, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on puisse faire au moins un minimum deuxième de cette poule, parce que quand même, Taïwan, hormis la question Lee Hyun-joo qui est sur un début de saison de retour à son meilleur niveau, c'est quand même beaucoup plus faible derrière, je trouve. Donc en soi, pour moi, c'est un peu le plus faible des top nations, même si, attention, Feng Yixin est un bon joueur et qu'après, derrière, les 3 autres joueurs qu'on a cités sont des très jeunes joueurs à fort potentiel, mais sur l'instant T, je pense pas qu'ils peuvent vraiment déranger un Félix ou un Alexis ou un Simon Gauzy. Maintenant, c'est vrai que cette première place, probablement, va se jouer avec le Japon, je pense, et qui est pour moi le futur champion. Ça, on aura le temps d'en parler, mais ouais, ça va être le match le plus complexe. En plus, on verra, ça on en a déjà parlé auparavant, mais on verra aussi quelles vont être les stratégies des équipes sur ces matchs-là. Mais globalement, pour moi, c'est l'équipe la plus dense de ce groupe. Vraiment, il y a une équipe de fous. Et les Allemands, jamais à sous-estimer. Jamais à sous-estimer. Mais on va dire quand même qu'il y a un passif, il y a quand même des affrontements. On a quand même vu pas mal de victoires françaises par rapport à l'Allemagne. On va dire qu'il y a, hormis Francisca sur Alexis Lebrun,
Globalement, tous les joueurs, chacun ont pu les battre au moins une fois en carrière. Donc, pareil, je pense que là-dessus, il y a pas trop d'inquiétude. Chez les filles, par contre, on va dire que ce qui est bien, c'est qu'au moins, on va pouvoir monter en température sans pour autant avoir la pression de la qualif. Donc, en soi, c'est pas mal pour nos joueuses qui vont peut-être essayer de démarrer un peu pied au plancher pour se mettre en confiance. Et puis là-dessus, je pense que Japon et Allemagne dans leur groupe vont se disputer la première place sans trop de pression parce que très clairement, c'est deux équipes qui sont archi au-dessus dans ces poules, à mes yeux. Ouais, moi, je vais pas être très fan parce que je suis totalement d'accord avec Damien. Moi, je vois aussi le Japon finir en tête et donc je pense on va finir deuxième parce que je le vois quand même meilleur que l'équipe d'Allemagne, qui est quand même, je trouve, très homogène, mais il leur manque, je pense qu'il leur manque un joueur, je sais pas comment le dire, star, quoi. Un joueur c'est pas, qui va t'assurer les 2 points, mais où tu sais qu'il va être solide, peu importe les situations, et t'as d'autres, à chaque fois 3 joueurs où tu sais que ils sont assez réguliers mais les- pour moi ils ont quand même un plafond de verre et c'est pour ça que je le vois en dessous d'une France où par exemple où Félix est quand même au-dessus et tu sais que Félix ça sera entre guillemets une source sûre. Donc moi je les vois au-dessus et après bon je nous vois au-dessus aussi de Taïwan ou qui est quand même ou avec l'absence de Kao Shui quand même qui pèse dans le lot où ils ont que Lee Won-ju et Feng Yixin me paraît en dessous même si il a déjà battu Félix par exemple ça me paraît quand même légèrement en dessous donc je pense qu'on va finir deuxième. Bah de toute façon ça serait quand même bien de finir dans les 2 premiers pour pas se taper un Chine ou Japon en quart ça serait quand même dommage donc ouais et voilà, donc je suis globalement d'accord avec Damien. Oui, pareil, chez les féminines, je pense qu'on va finir devant l'Angleterre où il n'y a pas grand-chose. Et Japon et l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui a une équipe qui est quand même excellente, qui est quand même vraiment meilleure qu'il y a 2 ans, alors qu'elle était déjà assez forte. Et Willy Yan s'était blessé à l'époque. Et là, on a une équipe quand même qui est très très solide et qui me paraît vraiment plus solide que notre équipe de France. Et pour le Japon, j'en parle même pas. Bon, de mon côté, je pense qu'on va finir premier de groupe chez les hommes. On est très clairement au-dessus de Taïwan, comme vous l'avez dit tous les deux. L'Allemagne va manquer d'un top 10, comme l'a évoqué Foucault, même si Dong Chu est aujourd'hui, je sais, avec la nouvelle mise à jour des classements, 10e au classement mondial. Mais il manque d'un top 10 établi, qui a l'habitude d'être dans ces eaux-là, dans le classement. Même si Douda est très bon, comme vous l'avez dit, pardon, c'est peut-être l'équipe la plus homogène peut-être derrière nous, pas loin. Enfin, sur les 3 premiers joueurs, c'est sûrement l'équipe la plus homogène, mais on est au-dessus. Et je pense que le Japon va faire énormément tourner. Et c'est pour ça qu'ils finiront pas premier de ce groupe préliminaire, ou une nouvelle fois, je sais pas comment on doit réellement le nommer, mais que nous, on fera très peu tourner, comme on l'a fait d'ailleurs au championnat d'Europe. Il n'y a pas si longtemps, on a vu que Nathaniel Molin n'avait pas vraiment envie, n'avait pas vraiment de velléité pardon, de turnover. Donc à mon avis, on va finir premier, et puis ce sera tant mieux, parce qu'on affrontera, je l'espère pour eux surtout, la Chine en finale, parce que qui dit que la Chine terminera première de son groupe, pas moi, parce que ça ne m'étonnerait pas que la Corée du Sud finisse devant, et encore, et peut-être la Suède, mais on sait tous les problèmes qu'il y a en interne en Suède, tous les remous. Et au niveau des féminines, je miserais sur une troisième place. Et là, par contre, beaucoup plus de turnover. Je le pense et je l'espère, parce qu'on a vu Ludovic Rémy déjà faire tourner lors des championnats d'Europe sur les derniers matchs, sur les matchs de classement, sur les matchs où on était sûr d'être éliminé, etc. Et que de toute façon, on va finir devant l'Angleterre. Ouais, ça me paraît être une évidence. Bon, maintenant, je ne sais pas si ce serait très judicieux de se projeter sur les 16e. Après, on peut donner un pronostic très vague d'où va terminer la France, mais je ne sais pas si ce serait très judicieux à partir du moment où on ne sait pas vraiment contre qui on va jouer et par rapport à comment
à quelle place on va terminer aussi sur le premier groupe. Donc je vous propose de peut-être faire votre petit pronostic du groupe 1, du groupe 1 préliminaire, du stage 1A, et après on pourra aborder quelques groupes qui nous semblent sympathiques, dont le stage 1B, des groupes inférieurs annexes de 3 à 14, de 3 à 7, pardon. Donc il y a 14 groupes. Donc groupe 1, stage 1A, composé de la Chine, de la Suède, de la Corée du Sud et de l'Angleterre. Donc je vous donne tout de suite la composition des équipes. Donc Chine, Wang Shuxin, Lin Shidong, Liang Jinkun, Xiong Peng, les 4 mastodontes, mais certains en manque, en perte de vitesse, avec de très mauvaises dynamiques, et Zhou Qiao, Suède, Truls Morgard, Anton Kalberg, Christian et Mathias Clarkson, ainsi qu'Elias Ranfur. Et puis on finit donc avec la Corée du Sud, avec Yang Woo-jin, Han Hee-eun, Oh Jung-sung, Kim et Lim, deux joueurs inconnus au bataillon, je pense, de tous. Et l'Angleterre, Tom Jarvis, Connor Green, Samuel Walker, Drink Hall et Hunter. Donc quel va être le classement pour vous? Damien, on commence par toi. Chine première ou pas? Moi, je dis Chine première. Par contre, anecdote, vraiment, Paul Drinkle, très mauvais souvenir d'un championnat du monde par équipe en 2017 de mémoire. 2017 ou... Oui, 2017, je crois. Enfin, non, pardon, non, de 2016, pardon. Mais franchement, non, hormis la Drink Hall blague à sur part. Drink Hall. Ouais, Paul Nicole, bah non, sur un match, notamment un quart de finale, peut-être la première médaille mondiale qu'aurait pu avoir déjà Simon Gauzy. Non, moi, très clairement, je vois la Chine première parce que je suis quand même un tout petit peu plus serein sur leur aspect d'avoir un Wang Shuqin qui, sur n'importe quel joueur coréen, gagne 2 points. Et puis après, derrière, quand même, si Lin Chinong est à peu près à un niveau correct, même à son meilleur niveau, je le vois gagner au moins un des 2 points et gagner 3 ou 3-1, 3-0, 3-1. Et puis la Suède, c'est presque, je dirais, paradoxalement, même si c'est pour moi la troisième équipe, c'est presque l'équipe la plus dangereuse parce que Morgar, mais en soi, Wang Shuqin, depuis quelques années, euh, perf bien contre Morgar depuis les Jeux Olympiques. Et puis, je vois aucun autre joueur suédois capable de battre un Lee Chinong ou un top joueur chinois actuellement, même un Zhu Qiao par exemple. Bon, bah, bref, je pense que la Chine sera première. Et puis, il y aura une belle bagarre, je pense, quand même, pour la deuxième place du groupe. Parce que ça peut, comme on disait, déterminer s'ils affrontent le Japon ou la France, par exemple, ou l'Allemagne directement dès l'écart et s'éviter, entre guillemets, une des grosses nations qui peut passer. Donc, je vois bien un peu ce scénario-là. Je veux pas sous-estimer. Moi, à la limite, la Chine, et on en parlera peut-être plus tard, je les vois peut-être plus menacés par vraiment une des équipes de ce top 8-7 que sur les équipes qui sont présentes dans ce groupe. Ouais, la Chine, fidèle elle-même, va-t-elle finir première ou non? On rappelle que depuis le 6 avril, c'est la première fois depuis janvier 95 qu'il n'y a que 2 Chinois dans le top 10 mondial. Moi, je pense que la Chine va aborder ces groupes avec pas mal de légèreté et qui vont peut-être un peu les jeter. Donc, moi, je pense qu'ils vont mettre une équipe un peu bis sur ces groupes. Euh, et donc, qui vont finir deuxième parce que donc, bah, la Suède, là, c'est un peu le bordel. Il y a plein de trucs qui sortent, des trucs qui sont dit faux. C'est vraiment la télé-réalité là. Donc c'est un bordel sans nom et je suis pas sûr que dans ce climat tout se passe bien. Et au-delà, ils ont une équipe qui aujourd'hui est quand même plus faible qu'auparavant. Morgan c'est très fort, mais ensuite Colbert c'est irrégulier on va dire. Et Carlson on connaît un peu ses limites quand même. Donc pour moi c'est en dessous de la Chine et l'Angleterre pour moi va finir dernier de ce groupe. Pour moi la Chine peut être menacée par la Corée du Sud, mais je pense qu'ils vont peut-être assurer sur ce match. Donc ouais je sais pas.
Je sais pas, moi, allez, je vais dire qu'ils vont finir deuxième en prédisant qu'ils vont mettre une équipe plus bis. Mais en tout cas, Et s'ils le oui, prennent l'équipe au 10. sérieux, ils vont finir premier. S'ils mettent une équipe un peu plus bis, ils vont finir deuxième, mais je les vois pas finir en dessous. C'est quoi une équipe 10 pour toi, Foucault? L'équipe où tu mets pas Wantukin, par exemple, où tu mets pas où tu mets Jiampeng, Zukao, etc., quoi. Ce serait une équipe un peu plus vite. Après, ça reste assez solide. Mais par exemple, contre la Corée du Sud, pas sûr que ça suffise. Par contre, si tu mets Wantukin ou Lee Hsien-loong, bon, voilà, pour moi, en tout cas, si tu mets les deux, pour moi, là, pour moi, tu finis premier. Et franchement, la Chine, je les vois finir devant parce qu'ils vont arriver avec une mentalité un peu revancharde, j'ai envie de dire, de ces dernières semaines, de ces derniers mois, avec envie de prouver au monde entier qu'ils sont venus sur ce championnat du monde, pas pour beurrer des sandwichs et pour venir le remporter, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, même si enfin, ce groupe-là, on en parlera après chez les femmes, même s'il n'y a pas vraiment de doute, comme on l'a dit au niveau de la Chine, on va pas s'éterniser à ce niveau-là, en tout cas. Peut-être on parlera d'autres équipes, évidemment, mais pas de la Chine. Chez les hommes, comme je l'ai dit, ils vont vouloir prouver attitude revancharde. Ils auront plus de difficultés contre la Corée, parce qu'il y a beaucoup de remous en interne. En Suède, on l'a dit, des problèmes avec le coach, des problèmes avec Morgard, comme il y en a depuis les JO maintenant, qui veut introniser son frère comme coach, mais la Chine ne veut pas, pardon, la Suède n'est pas de cet avis-là. Il veut virer tous les coachs en place tant que c'est pas son frère ou son père, mais lui dément ça, lui veut d'autres conditions, etc. C'est pas très clair, c'est un peu opaque tout ce qui se passe en Suède. Et en tout cas, c'est pas un climat qui va être très propice à une victoire en championnat du monde, ou en tout cas même à une victoire contre la Chine. Ça va compliquer tout ça. Néanmoins, j'ai envie de dire évidemment, je vois quand même l'Angleterre terminer dernière, et même bonne dernière de ce groupe avec la Corée du Sud, la Suède et la Chine. Et donc, la Corée qui talonnerait évidemment la Chine. Chez les femmes, donc, ce deuxième groupe, c'est Chine, Corée du Sud, Taïwan, Roumanie, avec pour la Chine les 5 fantastiques. Enfin, les 5 fantastiques, ça se dit pas les 5 fantastiques. Euh, Su Ningxia, Wang Mengyu, le top 5 plutôt. Su Ningxia, Wang Mengyu, Chen Xingtong, Kuai Man, Wang Yiji. Bon, on peut tout ce que dire, même à l'unisson ou pas, première de groupe. Là, si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, même si là pour le coup ils font une équipe bis, il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Franchement, c'est quand même dingue. Moi, ça rappelle tellement. Je parlais un peu comme un vieux, mais ça rappelle tellement les équipes de Chine, celles de 2018 ou chez les hommes ou quoi que ce soit. Là t'as l'impression, cette équipe féminine, que je pense qu'elles sont même pas besoin vraiment de énormément jusque demi-finale. Ils ont pas forcément besoin de faire outre mesure jouer Sunincha et Wang Manu. Après, ils vont les faire jouer bien sûr pour les mettre dans la compète, mais je pense que là, par exemple, c'est une des équipes qui mettra en exergue ce nouveau format en faisant jouer à peu près tout le monde, à moins que je peux être surpris, mais à la place de l'entraîneur fédéral, c'est ce que je ferais, parce que les joueuses qu'on cite sont toutes exceptionnelles, quoi. Même Wang Yidi, ces derniers temps, ça joue quand même encore bien. Alors elle peut faire quelques contre-perfs. C'est peut-être une des rares à faire des contre-perfs. Chen Tong aussi, mais en soi, tu mets Kwai Man, Sunincha et Wong Manyo, tu peux gagner toutes les nations 3-0, quoi. C'est un truc de taré, quoi. Bon, bref, il n'y a pas trop de doute là-dessus, pour moi. Ouais, Oui, ou Foucault. cette équipe est vraiment terrifiante, hein, pour le coup. Vraiment, tu les vois, tu te dis, bon, si t'en bats une, déjà, c'est compliqué, mais alors, en battre 3 sur 5, c'est mission impossible. Et là, à moi, je les vois vraiment devant, même le Japon, je pense que ils pourront pas faire face à cette équipe de Chine qui me paraît trop forte. Et, ouais, franchement, quand tu vois les noms, tu te dis, on voit pas trop qui pourrait se mettre en face, surtout que Sonisha, elle perd jamais, quoi. Jamais. Wang Manu, elle perd pas beaucoup non plus. Bon, après, t'as Shen Tintong, qui perd pas non plus beaucoup, donc, je,
je vois pas trop comment on pourrait les inquiéter, quoi. Donc, ouais, je les vois première de groupe et après, je les vois gagner, quoi. Bon, pour refermer le chapitre chinois féminin, une chose, Chenny, peut-être un peu de déception d'avoir pas été sélectionnée alors que maintenant elle est 6e mondiale, donc devant Koiman et Wang Yidi peut-être. Ouais, ouais, à la limite, travailler un peu le futur aussi. Je sais pas, pour le critère des équipes de Chine sont un tout petit peu, j'ai l'impression, différents des autres fédérations, un peu normal aussi, parce qu'il y a une telle densité qu'en soi, tu choisis Chenny ou Wang Yidi, t'obtiens une joueuse top 10 sans problème. Ouais, peut-être, mais d'un autre côté, je sais pas, il y a peut-être des politiques fédérales, il y a peut-être bon, ouais, petite déception, mais en même temps, t'as Jack Wyman, quoi, en jeune, qui se développe bien, qui devient une joueuse vraiment, qui commence un petit peu à chatouiller les deux reines du ping actuel. Donc peut-être que du côté de la Chine, on mise davantage sur l'expérience de Manguidi comme cinquième joueuse, mais en soi, pour moi, c'est pas un immense scandale. En soi, il y avait peut-être plus de choix cornéliens chez les hommes que chez les femmes, entre guillemets. Bon, bah, c'est. T'aurais Chenny plutôt que Manguidi, c'est une très bonne joueuse qui remplace une très bonne joueuse du ping mondial, quoi. Donc, bon, je pense que c'est un changement entre guillemets à la marge. Ouais, c'est en gros la méthode de sélection de la Chine, c'est qu'il y en a trois qui sont réellement sélectionnés et il y en a deux qui passent par des tournois internes. Et donc ces tournois ont été gagnés par Koeman et Wang Yili. Et donc c'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés et pas Chenny, c'est pour les deux suivants. On va dire que cette méthode, pas pour les femmes, pour le coup, ça va, quoi. On a une très très belle équipe. Pour les hommes, c'est plus critiquable parce que par exemple un Wenrubo qui a pas gagné le- un seul tournoi de sélection et donc de fait pas sélectionné pour les championnats du monde parce qu'ils ont pris pour le troisième Liang Jin-kun. Donc ça crée des situations qui sont vraiment un peu absurdes où tu as un mec qui est troisième au niveau du classement à l'équipe de Chine et qui est vraiment en pleine forme et qui est même pas sélectionné pour les championnats du monde par équipe, même pas du fait du manque de concurrence, mais en tout cas pour revenir sur le féminin, là le système de sélection par des tournois internes n'a pas provoqué de conséquences, on va dire majeures, à part le fait qu'il n'est pas Chenny, mais prendre Wang Yili à la place de Chenny, c'est pas, y a rien de scandaleux et comme a dit Damien, comme ça va rapporter aussi encore plus d'expérience, même si je pense que de toute façon, c'est pas des joueuses qui vont énormément jouer après les phases de groupe, donc on compte surtout sur elles pour les phases de groupe. Et puis pour corroborer tes propos au sujet de Wenrubo, il est actuellement quatrième à la race, donc depuis le début d'année 2026, avec plus de 490 points, 485 points exactement, d'avance sur le cinquième Liang Wujin, qui est derrière Lin Yunyu, Wang Shuxin et Félix. Donc, vraiment un des hommes forts de ce début de saison, et c'est incompréhensible, donc il n'a pas été sélectionné. Donc pour le jeu. Ouais, Ouais, vas-y, Foucault, ouais. excuse-moi. Sur, Ouais, 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 mais c'est dû à ce système de sélection que le Japon a presque abandonné, vu qu'ils maintenant ils font plus qu'un tournoi de sélection, donc pour plus qu'un joueur, et sinon les autres c'était sélection. Mais par exemple, la Corée a fait cela, ce qui fait qu'ils ont pris trois joueurs un peu inconnus parce que ils ont gagné un tournoi interne, et ce qui fait que leur équipe aurait pu être en- encore plus compétitive. Et au final, tu prends des joueurs qu'on connaît même pas parce que tu as ce principe. Je comprends pas bien la logique de dire il a gagné un tournoi interne donc il mérite sa sélection. Bah, ça me paraît plus logique de prendre à la limite le classement mondial ou les centres de performance, ce qui permet d'offrir un truc plus global quand même. Donc voilà, c'est un choix que a pas fait la France et je trouve heureusement, mais que j'ai du mal à comprendre parce que du coup, ça fait par exemple, un Lim Jong-un n'est pas sélectionné chez les hommes, un Lim Jong-un ou un Park Geun-hye.
et à la place, on prend deux inconnus. Donc, voilà, c'est juste un petit coup de gueule, entre guillemets, contre ce mode de sélection qui me paraît pas pertinent. Pour continuer, dans le groupe de la Chine, chez les femmes, on a la Corée du Sud, donc, dont tu parlais, qui a sélectionné Shin Yubin, logique, Kim Na-young, logique encore, Yang, Park et Yu, mais pas Yu Yerin, une autre joueuse, pareil, 3 joueuses inconnues au bataillon. Et donc là, on va pouvoir se demander vraiment si cette équipe va pouvoir aussi bien figurer qu'on aurait pu le penser, au point de finir devant ou non Taïwan et la Roumanie. D'ailleurs, je vais citer la composition de Taïwan, Cheng Yiqing, Ye Yiqian, Peng Yuan, et puis Cheng Yewu, 2 joueuses qu'on connaît très peu également, même si on est de grands amateurs de tennis de table. Et côté Roumanie, par contre, une équipe qui semble beaucoup plus logique, ou même pertinente, la même qu'en 2024, Bernadette Sox, Elisabetta Samara, Dragoman, Zaharia et Diaconou. 5 joueuses qui ont été reconduites, qui sont plus ou moins plutôt régulières sur le circuit international et donc qui ont mérité leur place. Oui, bah, complètement. Alors, on va dire que la Roumanie, c'est moins tracassé parce que c'est une équipe qui est présente tout le temps dans les finales, européens, et dans les bons niveaux mondiaux depuis longtemps et je pense qu'il y a pas une concurrence qui arrive qui et puis on a peut-être des principes plus simples comme la France, on prend les 5 meilleures joueuses à l'instant T dans les classements ou en tout cas sur les échelons non national ou mondiaux et puis on les fait jouer ensemble. Enfin, en tout cas, chacune, vont en tout cas, on a des leaders, on a deux trois joueuses qui sont sûres d'être en simple et puis selon contre-performance d'une des trois, on peut effectuer des touches. Côté asiatique, bah, Foucault l'a très bien résumé. On est un peu sur un aspect, on est fort, donc on a énormément de viviers, donc il faut quand même qu'on teste tous nos viviers. On a quand même toujours une ou deux joueuses ou un ou deux joueurs qui sont intouchables, ou trois. Et après, derrière, bon, le 4 et 5e, vu qu'ils joueront moins, on veut, on va dire, faire un vote au mérite. Mais sauf que côté chinois et côté homme, et je ne comprends pas forcément, c'est que le mérite en soi, il était très clair avec Wenrubo. Et pourtant, je sais que j'ai été un petit peu négatif envers Wenrubo. Mais là, il est incontestable que son début de saison, il est excellent. C'est le deuxième meilleur chinois à la race. Bon, bref. Et puis, alors, je comprends encore moins pour la Corée du Sud. Parce que, par exemple, je sais pas, alors je connais pas, mais Ni Euneuil n'est pas dans l'équipe. Il y a même, bah, mince, excusez-moi. Enfin bon, bref, il y a des noms comme ça qui sont pas été pris, je comprends pas trop pourquoi. Alors que t'as pas non plus, bah, t'as pas le billet de la Chine, donc faut prendre les meilleurs disponibles, même si elles sont pas toutes le dynamique, et même si on dit que le classement mondial des fois ne résume pas le niveau de quelqu'un ou d'une joueuse ou d'un joueur. À la fin, bon, c'est quand même des joueuses qui jouent tout le temps les meilleures, et même si elles ont pas gagné ce tournoi, ce fameux tournoi interne, bah, en soi, faut prendre les meilleurs ou les meilleurs disponibles. Donc ouais, c'est étonnant. Après, bon, encore une fois, les trois joueuses ou trois joueurs pris, c'est ceux qui vont le plus jouer, donc il n'y a pas de scandale. Mais c'est vrai que bah, méforme de l'un ou blessure de l'autre, bah, par exemple, tu es la Corée du Sud, si Chin Yubin se blesse, et comme ça a pu être le cas par exemple à la Coupe du Monde Mix où elle a très peu joué, bah là après derrière, waouh, même Kim Ne-young, joueuse de bon niveau, ouais, mais bon, Kim De-jong, c'est pas l'assurance touriste sur, même des joueuses, qui peuvent être un peu plus loin au classement, mais qui ont des styles de jeu atypiques ou qui sont des joueuses qui montent au classement. Je comprends pas trop, ce choix. Alors après, peut-être qu'il y a eu des forfaits entre deux, je connais pas tout le scénario, mais c'est vrai que c'est des choix un petit peu discutables. Encore une fois, c'est leur méthodologie, on ne critique pas de méthodologie, chacun ont leur manière propre de fonctionner. Mais c'est vrai que c'est un petit risque pris quand même. Par exemple, en France, nous, ça a été très simple. On a pris les 5 meilleurs. Et le problème du classement mondial, on sait, on peut le critiquer pour 2 nations qui sont pas du même continent, même pour 2 nations d'un même continent par rapport au nombre de sorties sur un circuit. Comme je l'ai dit, pour 2 continents différents par rapport aux points continentaux qui sont alloués aux différents joueurs. Par exemple, une Adriana Diaz, une Anna Goda sont peut-être surclassées par rapport à d'autres joueurs, par rapport à des Chinois, par rapport au nombre de quotas, etc. Donc c'est très bien, on va pas le répéter, on le dit sur chaque épisode. Mais au sein d'une même nation, le classement mondial, il est quand même assez révélateur. C'est sur les 12 derniers mois, les meilleurs joueurs sont les mieux classés, hormis blessure.
hormis blessure, mais c'est pas le cas. Souvent pour le Japon ou pour la Chine, enfin pas pour la Chine, mais pour le Japon, enfin parce que moi j'aurais bien aimé voir Chenny, mais bon. Pour le Japon ou pour la Corée surtout, c'est pas dû à des blessures. Si Rin Mende n'est pas dans les meilleures joueuses japonaises, si Young Ah-eun ou Park Gae-young chez les femmes ou Yu Siwoo chez les femmes n'est pas dans le ou encore la Lim Yuno ou Kim Young-won, pardon, j'arrive pas très bien à prononcer parce que c'est la première fois que je lis ces noms en fait, sont sélectionnés et qui sont pas dans le top 5 de la Corée au classement mondial, c'est pas parce qu'ils étaient blessés, c'est parce que ce sont pas les meilleurs joueurs, enfin en tout cas ils sont pas dans les 5 meilleurs joueurs coréens sur les 12 derniers mois et ils le sont sûrement pas actuellement. J'ai pas cité Jo Je me Shen-hui. demande, J'ai juste pas cité Jo Shen-hui parce qu'elle Alors, est, elle est Jo Chun-hui, chinoise. elle peut pas encore jouer parce qu'il y a Elle une peut pas période de encore jouer. transition pour pouvoir jouer en Corée du Sud. Oui, bien sûr. ouais, et Lee Yoon-hye, je pense, elle est peut-être blessée parce qu'elle n'avait pas Mm. joué la Coupe du Monde en tout cas. Donc Oui, peut-être. à voir. Mais c'est qu'elle est blessée. Mais en tout cas, bah ouais, là, il y a eu 3 tournois, je vois, de sélection. Hein. Donc il y avait Sinubin et Kim Nae-young qui étaient sélectionnés hors cette compétition de sélection. Et finalement, il y a t'as 3 joueuses qui sont sélectionnées comme ça, avec 3 tournois différents. Bon, et par exemple, c'est ce que disait arobase T-Mobile sur Twitter. Il disait par exemple, du côté chinois, Wen Rubo, il avait fait finale des 2 tournois. Mais il n'est pas pris parce qu'il a perdu la finale à chaque fois. Donc, c'est lunaire, quoi. C'est un peu lunaire, quoi. Et donc il a perdu 12-10 à la belle sur une gratte. Bon, ah non, désolé, Wenobo, t'es pas pris, hein. Donc, non, mais j'en rigole un peu, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu Ouais. étonnant comme manière de sélectionner. Après, on critique là-dessus, mais en soi, ça n'empêche pas que leur équipe est forte et qu'elle peut gagner. C'est ça qui est fou. C'est que il y a Ah des oui, oui, manières de oui, non, faire. mais Ouais, clairement, clairement, clairement. il y a des manières de Non, faire, non, mais en mais soi, ça change pas l'équation, entièrement l'équation. Mais c'est vrai que bah, c'est une manière de faire pour une nation que tu t'estimes très, 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 tellement fort que tu peux jouer là-dessus, quoi. C'est fou en y repensant. Et puis ouais, même non, quand mais, Moderna il est au classement mondial, à 6 jours du début de la compétition, Wen Rubo est troisième chinois. Donc, Mm. il aurait suffi d'attendre quelques jours. Je sais plus exactement quand est-ce qu'ils ont fait leur sélection, quand est-ce qu'ils l'ont officialisé, mais il aurait suffi d'attendre une dizaine de jours, même s'ils peuvent pas la faire évidemment, 6, 7, 8 jours à l'avance. Mais il aurait suffi d'attendre un peu pour comprendre que Wen Rubo était, enfin, est l'homme en forme de ce début de saison et était un des hommes qui méritait évidemment la sélection avec l'équipe chinoise. Ça mais coulait de sources et ça coule toujours autant de sources aujourd'hui. ouais, mais je pense que aussi la Chine se pense aussi, peut-être que la Chine se pense aussi trop plus forte qu'elle ne l'est vraiment. Alors, attends, je ne dis pas qu'elle est pas favorite, hein, elle est favorite sur cette édition quand même du côté masculin. Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même la confiance en se disant, bon, voilà, on fait ces tournois de sélection parce que de toute façon, la place 4 et 5, elle est moins importante que les 3 premières places. Voilà, je sais pas trop, mais bon, après, à voir aussi la forme de Liang Jin-kun. Si on a un Liang Jin-kun comme il était au championnat d'Asie, elle sera quand même très solide, cette équipe chinoise. Mais si on a un Liang Jin-kun comme on a pu voir ces derniers mois, notamment avec sa blessure, c'est pas sûr. On sait pas. On a des doutes aussi sur la forme de Lin Sinong, qui revient un peu de blessure aussi. Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes. C'est pour ça que pour le coup, pour la Chine, ça pourrait être intéressant, la phase de groupe pour la Chine masculin. Au moins pour voir est-ce que, ils sont en forme en ce moment ou pas. Mais moi, ce que je me dis surtout, et pour terminer juste sur Wen Weibo et comme ça leurs petits formats locaux de qualification, c'est que moi, Wen Weibo, je l'aurais mis dans les 3 titulaires.
Donc, il aurait été hors de course, en quelque sorte, de ces 2 tournois de qualification, parce que c'est seulement pour les places 4 et 5. Vous dites que c'est moins important, c'est moins déterminant, forcément, les joueurs 4 et 5. On est d'accord, ils pensent la même chose en Chine. Oui, 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 on est tous d'accord et enfin, pas besoin d'avoir fait maths sup ou d'être, le plus grand spécialiste du ping pour comprendre que les places 4 et 5 sont moins importantes que les 3 premières. Maintenant, en tout cas, moi je pense que Wan méritait d'être dans les 3 premières. Donc bon, ça c'est subjectif, mais pour moi, il n'aurait pas mérité de passer par ce tournoi de qualification et c'est plutôt ça le problème le plus important. Ouais, après, ça se jouait entre Leon Jin-kun et Wenbo. Au final, ils ont choisi Leon Jin-kun. Mais c'est parce qu'ils avaient ce système de tournoi avant qu'ils se sont dit, bon, on a le choix entre le dernier, entre Leon Jin-kun et Wenbo, parce qu'on a déjà deux sélectionnés par les tournois de sélection. Mais moi aussi, j'aurais pris plus Wenbo que Leon Jin-kun. Mais ils se sont dit, bon, bah, l'expérience joue à la faveur de Leon Jin-kun. Attends, à lui de confirmer qu'il reste très en forme. Bon les gars, maintenant on va analyser donc les meilleurs groupes de ce stage 1B, comme ils l'appellent, donc le stage avec les 14 groupes. Comme on l'a dit, vous pouvez réécouter notre podcast qu'on a sorti la veille sur le format de la compétition qui est assez intéressant, intriguant et même assez spécial et atypique. Donc sur les 14 groupes du stage 1B, donc c'est les équipes qui vont se disputer en qualif dès les 4 premiers jours de compétition. On a 2 groupes qui nous semblent très intéressants côté féminin. Donc les groupes 9 et 13. Le groupe 9 de la Pologne, l'Espagne, la Corée du Nord et la République démocratique du Congo. Foucault, pourquoi ce groupe-là? Pourquoi on l'a choisi? Et pour toi, comment va se terminer la phase de poule? Qui va passer au prochain tour? Et bah, ce groupe-là, parce que il y a la Corée du Nord qui avait fait la surprise au dernier JO et qui pour moi représentera la favorite les favorites de ce groupe. Mais on a quand même une belle équipe de Pologne et même une belle équipe d'Espagne qui seront pas inintéressantes non plus. Après, je vois quand même la Corée du Nord au-dessus, même si c'est la troisième tête de série du fait du manque de compétition qui joue en dehors des JO. Mais on connaît encore peu le niveau, mais on sait que ça s'entraîne dur, comme on l'avait vu la dernière fois, au JO. Donc, moi, je les vois devant, mais en tout cas, ça sera à suivre, à voir la forme aussi de ces joueuses nord-coréennes. Et ouais, ce groupe me rend curieux, mais je vois Corée première. Et s'il devait dire les deuxièmes, allez, je mettrais une petite pièce sur l'Espagne avec Maria Exao. Damien, ce groupe 9, qu'est-ce que tu pressens? Moi, c'était le groupe qui m'avait le plus intrigué d'entrée, plus intéressé, parce que déjà, tu as 3 nations quand même avec des joueuses, enfin, même si la Corée du Nord en soi, il n'y a pas de joueuses vraiment classées entre guillemets, mais c'est des joueuses qu'on voit dans les championnats d'Asie, qu'on voit au JO et qui souvent sont quand même des joueuses très dures à battre, parfois atypiques, parfois défenseuses, etc. Mais c'est globalement, je suis un peu d'accord avec Foucault, c'est une nation, je pense, qui peut être favorite, malgré le manque de classement, mais c'est des joueuses qu'on connaît. Et puis sinon, ouais, Pologne et Espagne, c'est une affiche, je trouve, équilibrée sur le papier parce que t'as peut-être la meilleure joueuse qui est Maria Ciao côté espagnol, mais côté polonais, t'as quand même 3 joueuses avec Natalia Bajor, pardon, excusez-moi, Natalia Bajor, euh, Katrina Verezin, pardon. T'as globalement un trio qui se détache, je trouve, et qui c'est des bonnes joueuses qu'on avait vu notamment au feeder de Lille. Donc, je pense que c'est un groupe qui est intéressant et là où il y a potentiellement 3 matchs de bon niveau. Et puis voilà, donc je vois la Corée du Nord passer en 1 et une belle bagarre entre Pologne et Espagne pour la deuxième place. C'est comment dans ce groupe, ça va être très intéressant de voir la Corée du Nord, Mm. de revoir ces joueuses, enfin, tout simplement de voir des joueuses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui jouent sûrement à un très très haut niveau.
face à des équipes qui n'auront sûrement pas à rougir de leur performance, même si je les vois s'incliner contre la Corée du Nord, donc l'Espagne et la Pologne, puis qui vont se livrer une belle bataille pour la qualification, soit pour les barrages, soit pour le tour principal directement en tant que meilleur deuxième. Donc voilà, ce groupe 9 va sûrement être très intéressant, être un des groupes que je vais le plus suivre sur ce début de compète. Et puis on a parlé aussi du groupe 13, Croatie, Italie, Argentine et Turquie. Oui. Bien. Oui, Qu'est-ce que tu te sens pour ce groupe? groupe intéressant avec quand même, pour moi, une favorite, c'est la Croatie, même si je suis pas non plus, parce que l'Italie en soi a aussi deux joueuses dans le top 100 et des bonnes joueuses. Mais le Croatie-Italie pour disputer la première place, ça peut être sympa. Et puis même la Turquie a des joueuses quand même qui jouent, en tout cas qui jouent les compétitions, qu'on a de temps en temps le voir en feeder notamment. Donc ouais, un groupe sympa aussi, où il y a trois équipes. L'Argentine, je pense, est quand même le petit poussé de ce groupe. Mais un Italie-Croatie, par exemple, peut être sympa parce que je vois la Croatie légèrement devant, mais avec Monfardini, bref, il y a quand même des joueuses qui peuvent faire des perfs dans cette équipe italienne. Donc ouais, Piccolini, Monfardini, sur une Arapovic, si Arapovic n'est pas au meilleur de sa forme, ou alors sur bah voilà, hein, l'exemple d'un match en 3-7, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est un groupe qui est assez homogène, avec le petit poussé argentin, mais sinon Turquie, Italie, Croatie. Mais moi je vois quand même la Croatie quand même favorite pour être première de son groupe. Moi, j'avoue que je vois bien cette équipe italienne prendre la première place à la Turquie. Ouais, Gianluca Piccolini, je la trouve quand même assez fort. Mais de toute façon, normalement, les deux seront qualifiés. Enfin, ça va dépendre aussi des barrages, mais je pense que ce soit l'Italie ou la Croatie, s'ils ont un barrage, je pense ils le gagnent. Mais en tout cas, c'est un groupe qui va être intéressant parce qu'homogène. La Turquie, puis peut aussi faire un peu, euh, comment dire, mais faire foutre un peu le bordel dans le groupe, Jouer en les faisant troubles faits. jouer les troubles faits, exactement, c'est ce que je voulais dire, dans ce groupe, et après avec l'Argentine qui est quand même beaucoup plus faible, mais c'est un groupe où la Croatie, même si elle n'est pas favorite, peut se faire dépasser par l'Italie, en tout cas où il n'y a pas de grands favoris comme ça peut être le cas sur les autres groupes. Moi, je vois une très bonne Croatie. Je trouve que vous êtes un peu trop gentil avec la Croatie, honnêtement. Et moi, je vois bien la Turquie jouer un mauvais tour à l'Italie, la Croatie, en venant se placer dans les deux premières places mondiales, n'importe quoi, dans les deux premières places du groupe. On sait que Sibel Altinkaya est une bonne joueuse de tennis de table et que Esser Harac joue énormément de matchs sur ces dernières semaines, derniers mois. Et c'est sûrement la raison, la plus probable, c'est qu'elle veut être à son meilleur niveau pour ces championnats du monde. Et puis, sinon, je vois la Croatie passer, mais franchement, dans la difficulté, il y a une belle équipe croate, mais qui est pas non plus, qui est qui fait pas office de grande favorite du groupe, hein. Lera Kovač, Ana Arapovic et Ivana Malobabic, sinon, joueuses 4 et 5 sont loin d'être terrifiantes. Enfin, je pense qu'on les a très peu vu jouer, voire pas du tout, Mateja Jaeger et Andrea Pavlovic. Malobabic fait plus que vieillissante, sans la règle d'accélération, et c'est pas pour faire injure à Agatha Vezou, mais sans la règle d'accélération, je pense qu'elle perdait contre Agatha Vezou en Pro A. Certes, c'est sur un instantané, mais moi, je la voyais vraiment inférieure. Elle fait plus autant de dégâts qu'avant. C'est, comme j'ai dit, vraiment, c'est plus la même Malobabic pardon, qu'avant. Donc, donc non, moi, je trouve que vous êtes peut-être un peu trop élogieux à l'égard de la Croatie. Et moi, je verrais bien Italie en 1 ou 2 et Turquie en 1 ou 2 et avec plutôt une préférence pour l'Italie en Ouais, ok. Bah, de toute façon, c'est un groupe homogène, comme on disait. C'est peut-être même le groupe le plus homogène sur le papier, où tu as vraiment
trois candidats, entre guillemets, qui peuvent jouer leur batou. Donc, non, ouais, groupe sympa. Non, chez les hommes, donc on a sélectionné 3 groupes qui peuvent aussi être très intéressants lors de ce stage 1B. Donc les groupes 4, 11 et 14, c'est-à-dire donc le groupe 4 composé du Brésil, de la Hongrie, de Porto Rico et de l'Ouzbékistan. Damien, Foucault, Brésil premier évidemment. Ouais, Pour- moi je vois quand même le Brésil premier. Après, il y aura quand même une belle équipe d'Hongrie. Et c'est vrai que derrière Calderano, c'est plus compliqué quand même chez les Brésiliens. Il y a Izuka, Teodoro, mais bon, c'est quand même pas forcément au-dessus de l'équipe hongroise. Après, pour moi, Calderano, c'est 2 points assurés. Donc je pense quand même que le Brésil va sortir en tête parce qu'ils ont Calderano. Mais en tout cas, ça serait intéressant parce que ça m'étonnerait pas que par exemple un Brésil-Hongrie, ça finisse à 3-2 quoi. Ah Mais ouais, à ce point-là. ah ouais, moi je pense, hein. Je pense que Calderano il peut gagner ces 2 matchs et après t'as 2 matchs qui peuvent être gagnés par par des Hongrois contre les Brésiliens parce que moi je la trouve pas ultra solide en dehors de Calderano cette équipe brésilienne. Andras et Balasley, moi ça peut battre Izuka ou, euh, ou Théodoro. Ah, mais tu peux pas dire que le Brésil va perdre. Pour toi, ils partent déjà avec 2 points d'avance, et grâce à Calderano. Non, je dis pas qu'ils vont perdre, je dis que juste, pour moi, ça peut aller au 5e match. Franchement, là tu me surprends, hein, parce que moi je vois bien que Sabandras aller chercher un match, Adam Soudi aller chercher un match aussi potentiellement. Après, je sais pas si vous placez Balasley et David Santosi au-dessus d'Adam Soudi, mais pour moi, les numéros 1 et 2, ce sera Andras et Soudi. Et, euh, et après ça, franchement, enfin d'ailleurs, c'était ceux qui étaient numéro 1 et 2 au championnat d'Europe. Mais Andras et Soudi, bon, ils vont peut-être chercher le 2 points 2, mais pas plus, quoi. Quand je vois Calderano, l'équipe brésilienne, il ne faut pas la sous-estimer non plus, hein. Non, Damien, tu Ouais, penses mais quoi? moi, pour moi, ça va à la belle, je dis pas qu'ils vont gagner. Alors, moi, de mon côté, je sais pas si ça ira à la belle, mais avec Hugo Calderano, le Brésil va passer sans problème. Après, c'est vrai que là où je suis un peu d'accord avec Foucault, c'est que si Calderano, un peu à l'image de la Coupe du Monde Mix, avait dit non, bah, il n'y a aucune chance de gagner, je fais repos, j'aurais mis la Hongrie favorite. Mais bon, Oui, avec oui, oui. Calderano, c'est 2 points faciles. Euh, mais c'est vrai que par exemple, un Chaba Andras, c'est un bon joueur, j'aime bien. Euh, ouais, le Brésil, on va dire, a pas trop inquiété avec Hugo Caderano, mais voilà, après les 2 points, c'est vrai que là où je suis un peu d'accord avec Foucault, c'est que c'est des bons joueurs, Izuka, Teodoro, et peut-être même, je sais pas, peut-être qu'un Rado pourrait jouer à la place de Teodoro, par exemple, côté brésilien. Mais c'est pas des joueurs d'une fiabilité absolue qui me fait dire ah c'est un point assuré contre Lei ou contre Tsuda, etc. Voilà, le Brésil va passer parce que Calderano est un joueur d'un niveau bien au-dessus des joueurs qu'on cite. Mais c'est vrai que sur les autres matchs, je pense qu'il y aura combat quand même. Mais voilà, il y aura deux J'ai matchs juste faciles. j'ai juste une petite question. Il est devenu quoi, Victor ici? Bah, c'est Parce la que question là, que j'avais. La question que j'avais, parce j'ai que regardé le classement, du coup, il est 167e. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué de compétition. Alors, je sais pas s'il a eu une longue blessure. Et ça fait depuis août 2026 qu'il n'a pas joué de compétition. C'est vrai que c'était quand même un espoir brésilien. Et là, on le voit plus. Donc, il est pas sur cette Coupe du Monde. Il n'a pas fait de compétition après août 2026. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé pour Victor Iki, mais c'est un peu dommage parce que c'était quand même un solide deuxième quand même. Et je pense que s'il y avait eu le Victor Iki qu'on a pu voir parfois, c'est quand
le Brésil serait passé sans trop de problème. Mais bon, en tout cas, moi, je vois quand même le Brésil passer en premier. Mais ce que je dis, bon, moi, ça peut, le match contre la Hongrie peut être c'est quand même très serré. Mais on verra bien. Bon, maintenant, le groupe 11, donc le deuxième qu'on va analyser chez les hommes, 11 composé de l'Égypte d'Omar Sarr, le Kazakhstan de Kirill Gerasimenko et la Thaïlande et la Turquie. Foucault, alors, plutôt pour Gerasimenko ou pour Assar, la première place de ce groupe? Ah, c'est dur, hein, c'est quand même un beau groupe. Moi, je verrais bien Gerasimenko à la manière de ce qu'il a pu faire il y a 2 ans où il avait fait une super perf au championnat du monde, il me semble. Mm. Donc, on va dire qu'il les voit bien. Après, ça va pas jouer que sur les deux, parce que il y a ensuite, et c'est vrai que en dehors de Gerasimenko et Assar, je connais pas très bien les joueurs. Ah si, il y a quand même, il y a quand même Abdelaziz et Belali côté égyptien, alors que côté Kazakhstan, c'est quand même beaucoup plus inconnu. Il y Donc a c'est vrai que Anan Kourmangaliev, c'est un jeune, mais qui a ouais, énormément de potentiel. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, et du coup, quand je le vois comme ça, je me dis quand même que je verrai peut-être un peu plus l'Égypte parce qu'ils ont des deux trois quand même solidement ancrés dans la compétition, qui ont une carrière solide, qui ont de l'expérience, etc. Donc, je vais quand même mettre l'Égypte au-dessus pour cette raison. Mais pour moi, si on a un match Gerasimenko-Assar, et je pense qu'on l'aura, je verrai plutôt Gerasimenko gagner. Très bien. Ouais, moi aussi, je vois un match assez serré parce que je veux pas sous-estimer Kourman Galiev qu'on avait vu notamment au Championnat du Monde junior et qui avait été bon notamment face à Flavien Coton de mémoire, je crois que c'était lui. Donc, C'est par la belle. ouais, ouais, Flavien gagne 11-8 à la belle en ouais, huitième. ouais, je me rappelle Pour bien 7 manches, et donc. ouais, je me rappelle bien. C'est un bon joueur et je le vois bien faire une perf contre un Youssef ou un Abdelhamid. C'est pas des joueurs implacables, je pense, à ces niveaux-là. Ouais, on va dire c'est dommage que Kazakhstan n'a pas un troisième joueur Kourman Galiev style entre guillemets, parce que je pense même que le Kazakhstan pourrait très bien battre l'Égypte, parce que je trouve Gerasimenko sur le papier pour moi est un joueur plus complet qu'un Assar. Ouais, c'est un match intéressant parce que à vrai dire, il peut y avoir une perf. L'Égypte sur le papier est favorite parce que peut-être des joueurs un peu plus établis du circuit. Mais comme je disais, Kourman Galiev, comme deuxième joueur, il peut. Bon, il devrait jouer contre Omar Assar, mais sur un match comme ça, il peut avoir des surprises. Donc je mets Égypte, mais je serais pas surpris de voir une petite surprise. Bon, franchement, moi, les gars, je vous trouve un peu trop logique, en quelque sorte. Vous prenez pas assez de risques dans vos petits pronos et même dans vos analyses. Je vous trouve trop terre à terre, en fait. Là franchement, euh, c'est le Kazakhstan qui va se qualifier. Et c'est même pas une critique, c'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je sais pas. En plus, c'est moi qui suis fou. Pour moi, c'est le Kazakhstan qui se qualifie au détriment de l'Égypte. Assar, c'est bien, et une équipe ne peut pas se résumer uniquement à Assar quand on voit que derrière, c'est seulement Youssef Abdelaziz qui a des résultats en dents de scie et qui est surtout porté par ses résultats sur les championnats continentaux. Derrière, El Belali qui est plus coach qu'autre chose. Et quand on voit qu'au Kazakhstan, c'est les deux meilleurs joueurs, c'est Gerasimenko et Alan Kourmangaliev, et ben moi, je vois le Kazakhstan passer numéro 1. Et l'Égypte passer, par contre, aussi, en fait. Parce que, enfin, les 6 premiers, on rappelle que les 6 premiers, enfin, les 6 meilleurs deuxièmes passent également au tour principal. Donc, en fait, j'aurais deux équipes passer, mais le Kazakhstan finir premier du groupe. Parce que, pour moi, Kromangaliev va aller chercher, enfin, pour moi, soit Gerasimenko, soit Kromangaliev ira chercher la perte sur Assar. Assar ne remportera pas ces deux matchs. Et le Kazakhstan, mais Gerasimenko et Kurmangaliev ne gagneront pas tous les deux. Enfin, il n'y en aura pas un qui gagnera ces deux matchs.
Les 3 joueurs du Kazakhstan, pour moi, gagneront un match, parce que le troisième, donc El Belaïli, perdra aussi son match. Et, euh, et donc, le Kazakhstan gagnera 3-2. Parce que ça m'étonnerait qu'il gagne quand même 3-1 contre l'Égypte. Donc voilà, pour moi, on va avoir un scénario un peu fou dans ce groupe, mais d'un autre côté, l'Égypte sera quand même qualifiée. Parce que quand c'est serré, quand il n'y a que des matchs serrés et qui vont gagner haut la main leurs 2 autres matchs là, du groupe, leurs 2 autres matchs contre la Thaïlande et la Turquie, ils vont sûrement passer directement pour le tableau principal. Ouais, complètement. Bah, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, là-dessus. C'est juste que il y a aussi une dimension quand même, même si je pense qu'il faut pas non plus la surinterpréter, mais la dimension expérience quand même d'un groupe qui vit depuis longtemps. Alors que peut-être qu'Orman Galiev, avoir sa transition entre joueur junior et joueur pro, voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que sur le papier, Kazakhstan a largement ses possibilités de passer. Et on termine par le. Ouais, Foucault, pardon. Ouais, non, mais moi, je vois l'Égypte, hein. Je sais pas, bon, pour moi, ils ont l'expérience. Pour Mangalief, il est encore jeune. À voir s'il n'aura pas une pression supplémentaire avec ses championnats du monde. Mais je pense qu'il faut quand même pas sous-estimer cette équipe égyptienne. C'est ce que je dis. Et on termine avec un dernier groupe, donc le groupe 14 chez les hommes, USA, Singapour, Côte d'Ivoire et Angola pour finir. On peut se poser la question, qui va passer en tout cas en premier, qui va éviter à coup sûr les barrages en terminant premier de ce groupe, entre surtout les États-Unis et Singapour. Damien, qui tu vois passer dans ce groupe? En tout cas, qui tu vois finir premier? Si Kanakja gagne ces 2 matchs, je vois les États-Unis passer. Mais c'est vrai que, sincèrement, Kanakja, c'est quand même un peu la bascule pour cette équipe. Parce que très clairement, s'il y a un Kyung Poen voilà, ou un des joueurs, excusez-moi, je remets la liste devant mes yeux, ou un Isaac Quick bat sur un match comme ça, bah, après, derrière, pour moi, les joueurs 2 et 3, ça se vaut, quoi. Très clairement, voire même. Donc ouais, je mets avantage les États-Unis juste parce que s'il est à son meilleur niveau, un Kanakja te rapporte 2 points. Et automatiquement, bah, tu aurais peut-être le joueur numéro 3, peut-être un Joshua, bon joueur de double, mais à voir ce que ça peut donner avec d'autres joueurs qui sont pas trop mal côté américain. Mais franchement, sans Kanakja, je vois même le Singapour avoir une équipe, enfin en tout cas un top 3 beaucoup plus homogène. Donc voilà, je mets États-Unis parce que Kanakja. Mais sinon, franchement, je dois avouer que s'il perd un des 2 matchs, pour moi, le Singapour passe. Ouais, moi, ouais, je mettrais quand même les États-Unis plus au-dessus, quand même. Parce qu'ils ont Canada et Canada me paraît quand même vraiment supérieur à. Peut-être Cake, ça peut être serré, mais Pang, il me paraît vraiment supérieur. Et après, Naresh et Richard Leong, c'est quand même pas nul. Et ça me paraît relativement égal aux, aux autres, euh, aux autres de Singapour. Donc, moi, je vois quand même les États-Unis au-dessus. Parce que je pense que, ouais, bah, Pang et Joshua ouais, je suis pas largement au-dessus des deux Américains. Mais donc moi je vois vraiment ouais je vois les États-Unis gagner et je les vois prendre la première place. Après je pense que de toute façon peu importe qui gagne ils vont être deuxième et là j'avoue que la Côte d'Ivoire et l'Angola ils ont un peu aucune chance dans ce groupe. Donc ouais moi je vois les deux se qualifier avec les États-Unis moi premier et qui gagnent contre ça. Ouais, bon, Moi, moi aussi, je vois les deux se qualifier, évidemment, quand on voit qu'il y a 2 autres équipes qui complètent le groupe, c'est la Côte d'Ivoire et l'Angola. Par contre, très honnêtement, pareil, je vois un peu la surprise dans le groupe, contrairement à vous. Pour moi, c'est Singapour qui a se qualifié, pour la simple et bonne raison que Kenakja traverse une très mauvaise passe.
2 défaites à la Coupe du Monde, donc 3e de groupe. À la belle contre Lam Suang et 3-0, c'était une gifle contre Alexis. 14 points marqués en 3 sets. Enfin, franchement, c'était pas digne d'un joueur de sa trempe. Ils sortent aussi de 2 défaites contre Sora, donc seulement une victoire en 2026 sur le circuit international contre Tomislav Krukar. Donc moi, je sais pas si j'aurais vraiment confiance en, en Kanakja pour les championnats du monde. Donc, franchement, voilà, moi j'ai plus. Je verrais plus Singapour se qualifier quand en plus on sait que c'est Pang et Quake qui sont pas des mauvais joueurs derrière. Pang et Quake qui sont quand même top 200, qui pour moi sont au-dessus de Sid et Nandan Naresh. Pareil, au-dessus de Jishan Liang. Donc, ouais, ça m'étonnerait pas de voir une perf des deux contre Kanak et après une défaite. Alors moi j'ai des groupes aussi à citer, après, parce qu'il y a beaucoup de groupes, hein, vous pouvez nous excuser, c'est vrai que... Mais il y a aussi un groupe qui est intéressant, le groupe 5, groupe très européen avec Slovénie, Une République femme. tchèque et... homme, pardon. Slovénie, République tchèque, Espagne, Bahreïn. Bon, on va enlever Bahreïn de l'équation, entre guillemets. Bon, la République tchèque aussi un peu, mais il y a quand même Lubimir Jankarik, quand même, qui est quand même maintenant titulaire d'un star contender et qui est quand même un joueur... quand même mérite du circuit. Et puis même le Slovénie-Espagne, même si on sait que Darko Jurgic est un joueur au-dessus qui est capable de leur mettre 2 points, mais t'as quand même la dimension d'un Juan Pérez, de Bersosa en 2 et en 3, qui peuvent être des joueurs intéressants, Kozul côté slovène. Moi j'ai envie de voir le Slovénie-Espagne, et puis voilà, la championnat d'Europe par équipe, quand on voit la Grinta espagnole, cette équipe franchement qui était cool à voir, ça peut être aussi un match des phases de poule qui peut être très sympa à regarder. Moi je l'attends, ouais. Ce match-là, c'est peut-être même celui qui me hype le plus. Parce que voilà, parce que Jurgic, parce que aussi l'Espagne avec son. Voilà, comme je disais, cet esprit de groupe, et puis un Juan Pérez qui joue en Bundesliga, Daniel Bersosa, qui est un joueur qui a du potentiel. Non, franchement, là pareil, on va dire que c'est un groupe, on va dire, où il y a deux équipes qui se détachent. Mais j'aime bien. J'aime bien, à mon avis, ça va être un beau match. Mais là encore, je pense que ces deux équipes-là, on les verra sûrement en 16e. Parce que je vois bien c'est une de ces deux équipes-là passer ensuite les barrages. Donc peut-être pas prioritaire, mais un match sympa à voir. Moi, je propose ce groupe-là. Contrairement à toi, tu vois, enfin, je trouve ce groupe très intéressant, mais contrairement à toi, j'ai peur qu'on ne voit pas l'Espagne. Ah ouais, Enfin, qu'on voit l'Espagne, c'est que ça va être un peu binaire en quelque sorte, qu'on voit l'Espagne soit première de groupe, soit deuxième et ne passe pas les barrages. Parce que ok. quand c'est une équipe aussi jeune, elle peut être capable de réaliser des perfs exceptionnels. Mais d'un autre côté, aussi bien de perdre des matchs qui semblent faciles. Sur un barrage ou face à la République tchèque, hormis Lubomir Jankari, je me dis qu'un Bersosa, un Pérez peut perdre son match alors qu'un Robles sera très constant. Robles, à part contre Jurgic, potentiellement Kozul et potentiellement Jankari, c'est 100% sur le groupe. Ok. J'ai pas de doute. Alors que Pérez et Bersosa, et je prends que, et même Villardel derrière, je ne sais pas qui est sélectionné. Mais en tout cas, sur E3, sûrement Villardel derrière, peut-être Raphaël de las Heras, je ne sais pas qui sont les autres, mais ça peut être plus compliqué. Par contre, je ne serais pas non plus très étonné, comme il y avait eu face à Simon, que Pérez, que Juan batte Jurgic, ou que Bersosa batte Jurgic. Ouais, C'est complètement. leur compète. Ils ont tout fait pour se qualifier. Quand j'avais interviewé Juan, franchement, je l'ai compris, même si c'était une interview assez courte, que c'était vraiment leur rêve, leur objectif ultime de l'année, aller au monde. Ils vont tout donner, mais on sait que c'est une équipe jeune qui aura des hauts et des bas, même sur une compétition à la fois courte et longue, mais de seulement, donc ça se finit le 10, de seulement 13 jours. Moi, ça peut être les montagnes russes, donc on peut avoir aussi, même sur le même groupe, on peut avoir une défaite de l'Espagne contre la République tchèque, mais une victoire contre la Slovénie. Je ne l'exclus pas. Ok. Et Ouais, puis, quand même pas. Moi, je dirais quand même pas, parce que l'équipe d'Espagne, elle est quand même vraiment plus solide que l'équipe de Tchéquie, parce que l'équipe de Tchéquie, à part Jean Carrick, c'est quand même,
Ensuite, c'est les gens qu'on connaît quand même beaucoup moins par rapport à l'équipe d'Espagne. Je trouve ça quand même en dessous. Mais quand même, moi, je vois la Slovénie première quand même avec Jorgic qui pour moi va assurer les deux points. Même face à un Juan Pérez, même face à un Robles, je le vois vraiment au-dessus. Donc moi, je vois la Slovénie première. J'avoue que moi, je vois quand même pas une contre-paire de l'Espagne face à la Tchéquie, parce que bon, la Tchéquie, à part Jean Karic, ils ont quand même pas grand-chose. Et Jean Karic, c'est quand même pas du tout une source sûre. Puis je proposais un dernier petit groupe, mais peut-être pas pour le niveau, mais pour, je trouve, la symbolique, parce qu'il y a quand même un immense favori. Portugal, Algérie, Nouvelle-Calédonie, Grèce. Je trouve qu'il y a beaucoup de symboles dans ce groupe. Déjà parce que l'équipe d'Algérie, quand même une équipe frisson avec Mehdi Bouloussa, Stéphane Wesh. Ça c'est Ah, quand j'avais même, bien vu. ouais, ça c'est quand même sympa ce groupe. Pour Portugal, parce que voilà, Geraldo, j'ai l'impression de revoir toujours cette équipe, Geraldo, Freitas, Apollonia, Montero. Voilà, c'est assez fou. Et aussi cité, alors je pense pas qu'il jouera, peut-être, je sais pas s'il jouera, mais Clément Laine aussi. Donc voilà, Clément Laine aussi qui sera dans cette équipe, qui a inscrit. Donc ouais, bref, c'est un groupe sympa avec la Grèce aussi, avec notamment le défenseur. J'ai plus son nom en tête, Panagiotis. Voilà, bon, bref, groupe sympa aussi, même si, voilà, là-dessus, par rapport au groupe qu'on a cité précédemment, le Portugal est vraiment archi favori. Plus groupe frisson que groupe enjeu, j'ai envie de Voilà, dire. voilà, groupe Frisson, mais il peut y avoir des matchs sympas dans le lot. Franchement, qui vaut le détour. Damien, rappelle-moi, et après on donnera la parole à Foucault évidemment sur ce groupe, mais j'avais vu la liste et je m'en rappelle plus très bien. Est-ce que Thiago Abiodun, ou je sais plus exactement comment ça se prononce, mais le portugais, est-ce qu'il a été sélectionné ou Non, pas? non, 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 c'est vraiment l'équipe classique, hein. L'équipe classique qui bouge jamais. Avec Marcos Freitas, Pourquoi Clément Geraldo, Lène à sa place? ouais, Beraldo, ouais, Geraldo, Freitas. J'ai rien fait pour lui, mais Donc vraiment, pourquoi Clément Lène c'est. à la place de Thiago Abiodun? Ouais, bah, en tout cas, c'est le Parce qu'il choix du joue quand même à Portugal, mais. Oschenhausen, il joue les championnats du monde jeunes, il fait toujours de bonnes perfs. Hmm. Et même à Oschenhausen, il joue quelques matchs. Et je saisis pas vraiment pour- pourquoi pas lui, quoi. Bon, Et bah, surtout, enfin, Clément Lène, vraiment rien contre lui, mais on leur il posera la joue question. pas à un très haut niveau, même en Ligue française. On leur posera la question. Je sais pas. Mais pour le coup, on va dire quand même que c'est davantage le pic fort, entre guillemets, Il a portugais quand même qui est battu là. Anderson il y a pas longtemps, Thiago. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que, en tout cas, choix des quatre premiers de l'expérience et un cinquième choix, plus peut-être accompagnement que. Enfin, accompagnement. Attention, toute proportion gardée, ça reste des très 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 bons joueurs de ping. Mais plus, entre guillemets, là pour être autour du groupe, plutôt peut-être que Thiago, peut-être qu'il y aurait peut-être des velléités à vouloir jouer ou quoi que ce soit. Je sais pas, après, c'est. Chaque fédération ont leur méthodologie, ça on l'avait dit en préambule du podcast. Pour finir rapidement sur ça, et sur le fait que j'aurais plutôt sélectionné Thiago Abiodun, euh, il a battu donc meilleur perf Anderson le 24 janvier, donc il n'y a pas si longtemps, en début d'année, alors que la meilleure perf de Clément Laine, c'est Grégoire Jean, à un jour d'intervalle, le 23 janvier en championnat de France. Donc voilà, moi j'aurais plus penché pour Thiago Abiodun, j'avoue ne pas vraiment comprendre pourquoi c'est Clément Laine qui a été choisi, même si j'ai rien contre lui évidemment, mais encore un mot sur ce groupe. Ouais, Voilà. bah, c'est comme vous avez dit, c'est un groupe frisson où le Portugal fait figure d'ultra favori. On a quand même le groupe de Nouvelle-Calédonie qui est quand même un territoire français, donc on va les suivre, hein, même si je pense que ils vont quand même finir dernier de ce groupe. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils sont mieux cités que la Grèce, qui ont quand même Panayotis Dionis. Et même, ouais, je sais pas pourquoi ils sont mis au sud, mais en tout cas, c'est un groupe qui va être assez frisson avec Stéphane Wesh qui a un jeu toujours très sympa quand même. Et le Portugal qui a toujours son équipe. Et maintenant, je pense que c'est quand même une équipe de vieux Virifiard parce que j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on les voit toujours les mêmes. Donc, je pense qu'ils ont tous à peu près une trentaine d'années. Euh, mais ils ont quand même du futur, hein, comme t'en as parlé, Noah.
Ouais, je les vois passer quand même. Mais c'est vrai que là, ouais, je vois Apollonia, il a quand même comme maintenant 39 ans, Freitas 36, Geraldo 30. Ouais, ça fera une équipe, même Montero 42 ans. Ça fera une équipe quand même qui est assez âgée, mais qui quand même, je le vois là, vraiment passer première sur ce coup. Bon, les gars, pour conclure l'épisode, qu'est-ce qu'on fait? On donne notre prono chez les femmes et chez les hommes du podium, Yes. sans argument. Allez, ouais. Juste le Du coup, prono, et après on les podium de sorcières. 4 du coup. Podium de Ouais, 4 du podium coup. des 4, ouais, ouais. Ok. Chez les hommes qui commencent? Allez, je vais Vas-y, tu commencer. peux commencer si tu veux. Ah non, vas-y, Allez, vas-y. vas-y, commence. Vas-y, commence, oui. Allez. 1 Japon, 2 Chine, 3 et 4, donc médaille de bronze, France et Corée du Sud. Je vais pas prendre de risque pour les deux autres équipes. Allez, Foucault chez les hommes? Un Japon, deux Chine, et après trois, je mettrai la France, ouais. Et après, c'est un peu complexe à dire. Allez, on va dire peut-être nos amis allemands. Allez. Les moins, soyons fous. 1 France, 2 Japon, 3. Ah, 3. Aïe, 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 je vois les équipes, j'arrive pas à me décider. 3 Chine quand même. Et, Suède ou Allemagne, Allemagne. 1 France, 2 Japon, 3 Chine et Allemagne. Ah ouais, là Voilà. c'est la finale inattendue, là, c'est cataclysme, là. Non, non, Pourquoi pour pas? moi, rien pour la Chine. Et Ok. je sais pas si on pourra, ça dépend de nos emplois du temps évidemment, et de comment enfin voilà, de nos journées évidemment, parce qu'on on n'est pas payé pour Mm. faire top sur top, mais ça pourrait être intéressant qu'on se retrouve pour un épisode entre la phase de groupe un peu chelou, pardonnez-moi l'expression, là, avec First Stage 1A, 1B, et le tournoi à élimination directe pour refaire une petite preview des vrais championnats du monde entre guillemets. Ok. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Ça va. du moment de vérité. Ça pourrait être intéressant aussi. Parce que là, j'ai quand même un doute. Je suis pas sûr que France, Japon, Allemagne pourraient être dans les trois premiers parce que je pense que, par exemple, pour faire des demi-finales, il y aura genre logiquement les deux premiers du groupe 2 et les deux premiers du groupe 1. Et donc, par exemple, qu'un troisième, ça serait plutôt la Corée du Sud. Ouais, donc dans ce cas, je te mets à Corée du Sud. Ouais, bah, du T'as coup, moi peut-être aussi. raison. Dans ce cas, je mets Corée du Sud et Chine. Parce que du coup, je pense que, par exemple, il y aurait eu, si l'Allemagne finit troisième, il y aurait potentiellement un Allemagne-Chine ou un Allemagne-Japon avant, quoi. Je sais pas. Ok. On Bah, verra. dans ce cas-là, On verra bien. Chine et Corée du Sud. Ouais. Donc, Damien, chez les hommes? Chez les femmes, pardon? Chez les femmes, bon, désolé, on va pas être très. Bon, voilà, Japon 1, Chine 2. Pardon, Chine 1, pardon. Chine 1, Japon 2. Excusez-moi, là. Chine 1, voilà. Japon 2, et puis 3 et 4. Enfin, en gros, pour la troisième place. C'est complexe. Pour le coup, c'est. Ouais, je vais être Allemagne, ou quasi sûr. Sabine. Ouais, que Sabine, parce que voilà. Et puis allez, on va dire allez, une petite surprise. Pourquoi pas, pourquoi pas Taïwan? Allez, je me mouille. C'est pas forcément, on pourrait dire Corée du Sud ou autre, mais je vais mettre Taïwan. Voilà. Et ben, moi, je vais dire Chine 1, Japon 2. Et Et ben, ensuite, ouais, bah, ça, je prends des risques, hein, là, je me mouille. Et ensuite, bah, moi, je mettrais 3 Allemagne. Et après, moi, je mettrais la Roumanie quand même, hein. Hmm. La Roumanie avec Serge Camara, pour moi, c'est plus solide que, par exemple, la troisième de Corée. Après, bon, en Corée du Sud, ça reste quand même très solide, hein. Mais Kim Nae-young, c'est quand même, Hmm. on a vu, elle a été très gênée contre Dianan, donc c'est pas du tout la source sûre. Donc moi, je dirais que Roumanie, avec leur expérience, je pense qu'ils peuvent aller chercher une petite troisième place. Allez, j'y crois.
Bon, on va dire en préambule, je veux dire que si le ping était un des sports les plus populaires en France et qu'on était un des podcasts les plus écoutés de ce sport, je me ferais sûrement insulter dans les commentaires. De par aussi ma take sur le podium chez les hommes. Donc maintenant, chez les femmes, en 1, Chine, 2, Japon, 3, Allemagne comme vous, et troisième aussi, Égypte. Voilà. Oula, ouais, ok. Ah ouais, Et oui, ouais. oui, c'est une, Oula, Après, pour le oula. coup, c'était une position un peu folle, après, mais pour le moi je coup, vois l'Égypte après, par le coup, par rapport avec aux hommes, Anagoda. après, pour le coup, par rapport aux hommes, il y a vraiment 3 équipes qui se détachent. Et derrière, pour ça que finalement, même pour l'équipe de France féminine, même si en soi il faudra battre peut-être une Roumanie ou des nations qu'on a citées, Corée du Sud, mais en soi c'est quand même assez ouvert. Donc pourquoi pas après. Bon, l'Égypte, je suis quand même moins. À la limite, t'aurais dit la France ou t'aurais dit. Voilà, mais l'Égypte quand même. Ou alors Anagoda est sur un niveau stratosphérique et gagne tous ses matchs. Et... Ouais, là, ça va Oui, être compliqué quand même, l'Égypte. Ouais, Mais bon, dans la cadeau lignée de pour sa Coupe du nous, Monde. je trouve. peut-être. On va voir. Parce que regarde, avant les championnats d'Europe, et on avait dit qu'on n'argumentait pas, mais comme je suis un peu fou, il faut argumenter. Mais avant les championnats d'Europe, on plaçait la France féminine, je dis bien, plus ou moins au même niveau que la Roumanie, et on disait qu'elle pouvait prétendre au titre de championne d'Europe, on est d'accord. Hmm. Aujourd'hui, on la C'était avant les place, championnats d'Europe, ça. aujourd'hui, on la place plus bas que l'Égypte. Oui. Bah, Ouais. je sais Voilà. Donc pas. pourquoi l'Égypte ne serait pas au niveau de la Roumanie? Parce que moi, je la place plus bas que la Roumanie. Non, mais pour moi, l'Égypte, c'est aussi fort que la Roumanie, si ce n'est meilleur. C'est aussi, quand je vois les Non, mais équipes après, faut que quand vous même voyez, pas la Corée sous-estimer. Taïwan, Ouais, faut quand même pas sous-estimer la Corée du Sud qui ont Xi Bin quand Oui, même. oui, oui. Bah, j'ai hésité On entre verra Taïwan bien, et Corée mais du Sud, moi, personnellement. Taïwan, Corée du Sud, Roumanie, pour moi, après, c'était les 3 Taïwan, équipes. c'est pas très solide, hein. Ils ont une joueuse très forte, mais sinon, Ouais, à vrai dire, c'est plus pour souligner le fait que, pour moi, t'as 3 équipes qui sont au-dessus du lot chez les filles. Et derrière, on va dire que t'as peut-être la Roumanie, ouais, peut-être dans je suis l'expérience, mais d'accord. en soi, il peut y avoir une surprise. Il y a la place pour la surprise, alors que chez les hommes, à moins de tirages un peu farfelus, ou alors, je sais pas, Hong Kong, qui sort le tournoi de leur vie, ou d'autres choses. Je vois quand même bien les 4 meilleures nations mondiales se retrouver en demi-finale sans trop de problèmes, ou les 5 ou les 6 maximum. c'est ça, c'est que chez les hommes, tu as l'incertitude pour savoir qui fera partie du podium, et chez les femmes, tu as plus d'incertitude pour savoir qui sera quatrième, quoi. Peut-être, Mais ouais. tu en as beaucoup plus que chez les hommes, le podium est quasiment déterminé, quoi. Oui. Maintenant, dans quel Mais, ordre? ouais, c'est surtout qui sera le dernier demi-finaliste. On pourra dire bon, quatrième, mais bon, du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment de quatrième, c'est troisième égalité. C'est ça. Voilà. Bon, les gars, merci à tous merci à vous deux pour cet épisode, et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous évidemment sur les réseaux de Top sur Top, Insta et Twitter. Et puis, je vous souhaite de très bons championnats du monde qui vont donc démarrer le 28, dans 6 jours, si vous écoutez le podcast au moment de sa sortie. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. À plus. Salut! Salut! Ciao! C'était Top sur Top.